Je vais juste commencer par un petit rappel du formulaire. La dernière fois, on avait fait un rappel du formulaire avec les formules de base de l'électrostatique, hein, c'est-à-dire champ électrique, potentiel, tout ça. Et on avait travaillé là-dessus. Mais là, je pense que, bon, je ne les ai pas rappelés, mais il y a des exercices qui vont nous rappeler tout ça et qui vont un petit peu plus loin. Et puis après, il y a tout ça appliqué. Vous avez vu deux choses un peu différentes des charges ponctuelles, hein. Ça, c'est vraiment la base des charges ponctuelles. C'est vraiment la base. Mais après, vous devez aussi maîtriser deux autres concepts qui sont les condensateurs et les dipôles. Donc les condensateurs, en fait, ce qu'on fait on a commencé par observer ce qui se passait pour une plaque et on en a déduit de ce qui se passait pour deux plaques. Dans le cas particulier où elles avaient chacune une charge opposée, hein, plus Q et moins Q, c'est ça qu'on appelle un condensateur. Et puis, alors autre chose qui n'a rien à voir, c'est les dipôles, voilà, qui sont en fait finalement les dipôles, c'est deux charges qui sont situées très proches, très 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 proches, et l'une a une charge opposée à l'autre. Et donc en fait, on pourrait tout, si vous voulez, en physique, en fait, on peut toujours tout ramener à une succession un ensemble de charges ponctuelles. Donc, je peux très bien dire que là, j'ai ma charge positive, ma charge positive, voilà, ça je sais faire. Du coup, je sais faire pour une charge positive et une charge négative. Donc, c'est-à-dire, je peux savoir faire pour un dipôle. Je peux aussi savoir faire pour un condensateur qui est tout simplement juste plusieurs charges positives et négatives. Voilà, donc c'est juste qu'on a des formules qui ont été démontrées et qui nous simplifient grandement la vie. Donc, on va voir comment on utilise ces formules, hein, avec P pour le dipôle et avec les capacités pour les condensateurs. Donc ne vous privez pas d'utiliser ces formules, elles sont simplificatrices. Après, on peut toujours faire le raisonnement de base qui est que deux charges positives se repoussent et une charge positive et négative s'attire. Ça, c'est le raisonnement de base. Il faut toujours les garder à l'esprit quand on va avoir des questions du style le potentiel, l'énergie, le travail. Ben là, effectivement, on retombe un petit peu dans ces concepts, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur ces formules avant qu'on passe aux exos? Moi, j'avais une question par rapport au potentiel. J'ai un peu de mal à visualiser ce que c'est, Ok. enfin, comment le calculer, etc. Alors, très bonne question, très bonne question. Alors, je n'ai pas mis la formule ici, mais en fait, on t'a donné, je vais l'écrire là, le formulaire tel que je m'en rappelle, on te donne le potentiel créé par une charge ponctuelle Q, qui est en gros V égale Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc ça, c'est si jamais tu as une charge ponctuelle, hein, Q, et ça te donne le potentiel à une certaine distance R. Donc en fait, tu n'as la formule que pour ça dans le formulaire. Aujourd'hui, dans les exercices, on va démontrer la formule. Donc ça, c'est une charge ponctuelle. On va démontrer la formule du potentiel créé par une plaque. Voilà. Et on va voir qu'en fait, ça va être la formule, si je ne me trompe pas, ça va être sigma sur epsilon 0 x avec, si tu veux, x, la distance et la plaque. Voilà, on peut le démontrer. Et puis, on peut le démontrer aussi pour un dipôle. Alors, pour un dipôle, ça doit varier en 1 sur R2, le potentiel, parce que le champ, vous avez retenu, c'est pas dans le potentiel. Pardon. Pour un dipôle, le champ électrique il varie en 1 sur R3. Hein, il décroît plus rapidement, le champ électrique, quand on s'éloigne des dipôles. Et du coup, en fait, on peut en déduire que le potentiel, lui, ça va être en 1 sur R2, hein, par analogie avec ce qui se passe pour les charges. C'était E qui était en 1 sur R2 et du coup V qui était en 1 sur R. Voilà. Donc voilà un peu les formules, si tu veux. Mais ça, c'est des formules peut-être, je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que le plus important, c'est plutôt c'est ta connexion qui...
qui bug, Zoé, parce que je pense que vous m'entendez tous bien, les autres, non? Oui, on Ouais, hein, ok. Ouais. Euh, Ouais, alors ça, c'est les formules des cas particuliers. Mais il y a un truc, je vais faire une nouvelle slide pour vous l'expliquer, parce que ça, c'est important. En fait, je pourrais très bien imaginer un cas plus compliqué où j'ai plusieurs charges, enfin, voilà, une distribution de charges. Bon, on va peut-être pas faire ça, mais voilà, on veut le faire par exemple pour, je sais pas, une charge là, une charge là, une charge là, une charge là, voilà. Q1, Q2, Q3, Q4. Et en fait, on va avoir des, je sais pas, je dessine n'importe quoi, hein, mais par exemple, on pourrait imaginer qu'on a des équipotentiels qui ont un petit peu ces têtes-là, des espèces de lignes un petit peu patatoïdes, comme on dit dans le jargon. Voilà, ça pourrait être des équipotentiels. Voilà, donc des charges qui génèrent un champ électrique E, qui donc champ électrique E au potentiel, hein, c'est juste deux façons de décrire le même phénomène, mais disons que le potentiel, en fait, si tu veux, E, si tu veux, c'est pour décrire la force locale ressentie par une charge, alors que V, c'est pour décrire son énergie. Tu vois, c'est ça la différence. Et moi, j'aime bien cette définition qui est que V, c'est l'énergie potentielle d'une charge de 1 coulomb, de plus 1 coulomb. Okay, donc, c'est exactement ça. C'est comme si tu disais, en gros, c'est comme si tu disais pour un poids, tu te rappelles, si tu dois, si tu as une certaine masse M que tu veux lever, je sais pas, par exemple, imagine, tu veux la lever de 3 mètres, voilà. Tu l'amènes ici, là. C'est comme si tu disais, je vais définir un potentiel VG qui va être égal à GH. Voilà. J'ai défini un potentiel V qui est GH. Et en fait, du coup, ça revient au même que de dire qu'en gros, VG, ce serait l'énergie potentielle d'une masse de 1 kg. Hein, l'énergie potentielle d'une masse de 1 kg, ce serait 1 mgh, hein, donc 1 fois GH. Donc en fait, on ramène par unité de masse. En fait, en pratique, on ne le fait pas trop, ça, hein, mais si tu veux, c'est pour faire l'analogie. En électrostatique, on aime bien ramener à une charge de 1 coulomb. Donc V, c'est l'énergie potentielle d'une charge de 1 coulomb. Je pense qu'on peut retenir cette définition parce qu'on verra que ça nous sera utile pour raisonner, pour résoudre les exercices de manière un peu plus qualitative et moins calculatoire. Ok, merci beaucoup. Et donc, ça veut dire que sur une même équipe potentielle, il y aura le même potentiel partout? Voilà, donc par définition des équipotentiels, hein, bon, il y a toujours le même potentiel le long d'une équipotentielle, hein, c'est comme le dit son nom. Par contre, qu'est-ce que tu peux... Alors, donc, elles sont au même potentiel, et du coup aussi, vu que c'est à la même énergie potentielle, hein, que à la charge près que tu... Si je prends une charge, une petite charge Q, là, ben, son potentiel, c'est V, son énergie potentielle, c'est QV, hein, donc V, EP égale Q fois V, hein, donc et donc elle a la même énergie potentielle. En fait, si tu la déplaces comme ça, elle va rester à la même énergie potentielle. En fait, tu n'auras pas à fournir de travail pour la déplacer le long de cette ligne. Tu vois. Alors que, par contre, à l'inverse, si tu vas perpendiculairement, tu vois, imagine qu'ici, localement, attends, je veux juste que je fasse une autre couleur. Imagine que localement, tu fais la perpendiculaire ici. Tu tombes sur quoi comme ligne là? Si c'est perpendiculaire à l'équipotentiel?
Une ligne de champ? Ouais, c'est la ligne de champ. Donc, ça veut dire que le champ local, en ce point-là, il pointe vers là. Et puis, si jamais tu veux faire, imagine que tu veux, soit descendre ou soit monter les potentiels, mais imagine que tu veux faire varier le potentiel de la manière la plus abrupte possible. Est-ce que tu vas plutôt aller par là? Est-ce que tu vas plutôt aller par là? Est-ce que tu vas plutôt aller par là? Ou est-ce que tu vas plutôt aller par là? Je dirais selon la Ouais, ligne de champ. exactement. La ligne de champ, c'est elle qui pointe vers là où le champ varie le plus rapidement, hein. C'est comme si vous êtes en montagne, imaginez que ça, ce sont les courbes de niveau. Par exemple, là, vous êtes à 1000 mètres d'altitude, là, vous êtes à 1100 mètres, etc. Là, vous êtes à 1200 mètres, par exemple, ici. Bah, si vous voulez descendre l'altitude le plus rapidement possible, vous allez couper tout droit dans la pente. Si vous allez skier tout droit, par exemple. Vous n'allez pas faire de virage. Bah, c'est pareil pour le. Si vous voulez décroître les potentiels le plus rapidement, il faut que vous suiviez la ligne de champ. OK? Ok, super, merci. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux exos. Alors ça, vous voyez, parfois, les exercices, on dit qu'ils mettent du temps, etc. Bon, voilà, si vous avez ça, celui-là, le 1 à l'examen, c'est l'occasion de garder les 3 minutes que vous avez normalement par question pour passer 5 minutes sur une question qui est plus dure. Hein, parce que là, vous savez qu'en gros, vous avez votre champ électrique qui va être généré par Q1. Il est dans cette direction-là, hein, c'est sûr. Il est dans ce sens qui va vers Q1 parce que Q1 a une charge négative. Donc, typiquement, le champ E1 en P généré par Q1, il sera comme ça. Et à l'inverse, Q2 est positive, donc le champ Q2 généré par Q2, il sera comme ça. Et puis, ils auront la même norme pour la raison qui est que Q1 et Q2 sont égales. Donc, elles génèrent un champ qui a la même norme. Quand vous sommez ces deux vecteurs, en fait, vous avez un espèce de losange là, hein, et du coup, la somme de ces vecteurs va faire un champ total, E tot, qui est dans ce sens-là. Donc, c'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé, donc c'est bien moins x. Et la norme n'est pas nulle, puisque alors la composante sur y s'annule de ces deux vecteurs, mais la composante sur moins x est doublée. OK? Donc ça rejoint les exercices qu'on a fait la semaine dernière, hein, c'était un rappel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que moi, j'avais pas très bien compris cette partie-là. Du coup, pourquoi est-ce que ça va dans le sens sur le genre, pourquoi est-ce qu'il part vers la gauche, je sais pas. Ouais, ça grésille un petit peu. Je ne sais pas si tu arrives à te mettre plus près du Wi-Fi, mais je crois que j'ai compris ta question. Comment on sait si, si ça va vers dans quel sens ça va, quoi? En fait, tout simplement, j'entends pas trop, ça grésille. C'était pas ça la question? Bon. Si c'était ça, en gros, bah, tu sais que le champ créé par une charge positive, il s'éloigne, alors que le champ créé, enfin, il va vers l'extérieur, alors que le champ créé par une charge négative, c'est des lignes qui vont, c'est des lignes de champ qui vont vers l'intérieur. C'était peut-être pas ça la question. Ah oui, c'est ça, ok. Ouais. Voilà. Pas d'autres questions, ça c'est bon, c'est tout bon pour vous? Ok. Par rapport à la norme. Ouais. Ah, pourquoi ils ont la même norme? Non, c'est pas le double, c'est pas 4 microcoulombs. Non, voilà, ok. non, ouais, non, parce alors, que tu disais que ça double. microcoulomb, c'est la charge. Donc, voilà. Mais non, alors j'ai dit ce qui est, en gros, concrètement, si tu veux, tu calcules, toi, normalement, tu vois, on pourrait commencer par calculer la norme de 1 qui vaut Q1 sur 4 pi epsilon 0 fois 9 au carré, tu vois, on pourrait faire ça. Et en gros, ce que je dis, c'est que tu as E1 qui est... pardon. Il faut les additionner. Oui, il faut additionner les vecteurs. Donc là, si tu veux, en gros, tu as
E1 fois le sinus de E1 fois la norme verticale de E1 et E2, c'est ça fois le sinus de 60. Et la norme horizontale, ça va être E1 fois le cos de 60, si tu veux. Si tu décomposes ça en ça plus ça, voilà. Et quand tu vas additionner ces deux vecteurs, en gros, tu fais 2 fois celui-là. Tu fais 2 fois la norme horizontale. Donc, si tu veux, en gros, si tu devais calculer la norme de E tot, tu ferais 2 fois E1, 2 fois la norme de E1, enfin de E1 projeté sur X. Ça pourrait être une autre question. Hein. Et du coup, tu ferais 2 fois Q1, allez, KQ1 sur 9 au carré, fois le cosinus de 60. Ça, c'est si on devait calculer la norme. OK. Ok, merci. Alors maintenant, on va passer un peu ce que vous avez vu dernièrement et qu'on n'a pas encore fait, les dipôles. Donc dipôle, juste pour rappeler, voilà, je mets une charge positive et je mets une charge négative. Et en fait, l'hypothèse, c'est on dit que c'est un dipôle si je m'en trouve suffisamment loin pour considérer, si là je suis à une distance r, qui est suffisamment loin, genre grand par rapport à la petite distance qui sépare les charges. Donc si vous avez une charge positive, une charge négative, toute charge positive et négative opposée peut être considérée comme un dipôle si vous vous trouvez suffisamment loin. Si par exemple là j'ai une charge positive, une charge négative, bah, pour moi c'est pas un dipôle parce que c'est pas loin par rapport à, c'est à peu près la même distance que mes deux charges sont à peu près à la même distance que celle de laquelle moi je me trouve d'elle. Donc ça serait pas un dipôle. Par contre, si là je prends deux charges, une positive et une négative, ouais, pour moi je peux considérer que c'est un dipôle, c'est-à-dire que je vais ressentir ce champ et je peux appliquer ces formules-là, quoi. Donc la charge électrique totale du dipôle positif, surtout pas, elle est nulle, hein, puisque par définition du dipôle, on a la charge positive et la charge négative qui sont égales en valeur absolue, mais opposées en signe. Le moment de la force appliquée au dipôle est nul lorsque le moment dipolaire est aligné dans le sens du champ électrique. Alors, le moment de force, tau, c'est égal à P fois E. Voilà, donc P, il est dans le sens de l'alignement du dipôle. E, on est d'accord que, en gros, c'est pas le E généré par dipôle. Hein. Quand on dit E, c'est E ext. C'est-à-dire que vous avez un champ, vous placez votre dipôle. En gros, il y a une autre distribution de charges. Par exemple, on pourrait imaginer qu'ici, on va approcher des charges par-ci, comme ça. Voilà. Enfin, en gros, ça va induire, ça va produire un champ extérieur. Vous placez votre dipôle dans un champ extérieur. Et quand vous faites le produit vectoriel, P fois E, vous avez le moment de force qui s'exerce sur le dipôle. Donc ça, c'est un produit vectoriel. Donc si jamais les deux vecteurs sont parallèles, vous savez que le produit vectoriel, hein, contrairement au produit scalaire, le produit vectoriel va être égal à 0. Donc si P est parallèle à E, quel que soit le sens, mon produit vectoriel va donner 0. Donc le moment sera nul. Okay. Donc ça s'applique. Alors, P, vous me rappelez, c'est du moins au plus ou du plus au moins? Je me rappelle jamais. Quelqu'un sait? Parce que je sais qu'en chimie organique, il y a une autre définition par rapport à la physique. Moins vers plus. Ok, je te fais confiance. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, on va dire que ce dipôle, on va dire que là, on a P. Et alors, imaginons que E soit comme ça, le champ extérieur soit comme ça, le moment est nul. Mais attention, si le champ extérieur était comme ça, le moment serait aussi nul. Hein. Ça ne change pas.
l'énergie potentielle du dipôle est minimale lorsque le dipôle est aligné dans le sens opposé au champ électrique. Alors pour ça, il faut utiliser la formule qui est que l'énergie potentielle, c'est moins P scalaire E. Hein? Donc quand vous faites un produit scalaire, on pourrait le faire là. Si vous avez, là, j'ai justement représenté le cas où P et E étaient alignés et de même sens. Donc si je fais moins P scalaire E, ça va être moins la norme de P fois la norme de E fois le cosinus de 0 degré qui vaut 1. Donc ça va être égal à moins la norme de P fois la norme de E. Donc vous voyez que j'ai bien une énergie qui est minimale. À l'inverse, si j'étais dans une situation où le champ était parallèle, enfin anti-parallèle, c'est-à-dire parallèle et de sens opposé, eh bien l'énergie serait égale dans cet autre cas à moins P, enfin toujours à moins P scalaire E, mais du coup ça ferait moins norme de P norme de E fois cos de 180. Hein. Si je regarde P et le vecteur opposé, cos de 180 qui vaut moins 1. Donc du coup ça ferait moins P scalaire E, et du coup j'aurais une énergie potentielle qui vaudrait plus P scalaire E et pas moins P scalaire E. Donc en gros, quand le dipôle est antiparallèle, vous avez une énergie qui vaut norme de E fois norme de P. Et puis, si vous le tournez progressivement, votre énergie, elle diminue. Et puis, en fait, quand vous êtes à nouveau... Donc ça, c'est quand je suis comme ça. Et puis après, quand vous arrivez à aligner P avec le champ extérieur dans le même sens, vous arrivez à votre énergie minimale qui vaut moins norme de E fois norme de P. Voilà. Et puis, attention, 0 n'est pas l'énergie minimale. 0, c'est le cas où P scalaire E égale 0, c'est-à-dire P et E sont perpendiculaires. D'accord ? Retenez bien ça. Hein. Ça, c'est vu suffisamment de fois à l'examen pour qu'on le retienne. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie potentielle. Et du coup, j'ai répondu aussi à la D qui est fausse. Hein. La maximale, c'est pas pour 0, c'est quand c'est collinéaire et de sens opposé. C'est bon pour celle-là? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question par rapport au moment de force, c'est comment l'interpréter, enfin, quand il n'est pas nul, qu'est-ce qu'il va faire sur le dipôle? Ok. Alors, imagine que... Alors, d'ailleurs, je vais te répondre à ta question par une autre question. Dans les cas qu'on a évoqués ici, là, 1, 2, 3, le moment de force, il est maximal dans quelle situation? Il est maximal dans la situation 1. Alors, P vectoriellement E, le produit vectoriel, on a dit que quand les deux vecteurs étaient... Ouais, non, c'est ce que pardon, tu voulais dans la dire. 2. Ouais, effectivement. Oui, oui. Ça vaut 0. Le vecteur serait un vecteur nul ici dans 1 et 3, puisque les vecteurs sont parallèles. Et parce que tu produis vectoriel, tu sais que tu multiplies par le sinus, qui est maximal quand les vecteurs sont perpendiculaires. Très bien. Donc finalement, le mieux pour voir ce que ça va faire, c'est on va se placer dans le cas où je mets un champ extérieur, comme ça. Donc là, tu mets... alors, je ne sais pas si ma caméra est inversée, mais tu vois, je fais P vectoriellement E, et ça me donne mon moment de force tau. Donc là, pour moi tau, il sort de l'écran. Et du coup, quand je fais comme ça, je me rends compte que mon dipôle, il va tourner genre... Ça va induire une rotation du dipôle dans ce sens-là. Ok, c'est juste, alors on peut faire comme on a vu pour les rotations. Avec Ah oui, le c'est un moment de force. C'est un moment de force, donc tout reste valable. Sauf qu'en fait, avant, en mécanique, tu avais tau qui était égal à OM, enfin, le moment en haut qui était égal à OM fois F,
où M était le point d'application de la force et O le moment où le point où tu appliques le moment. Et du coup, pouce c'était OM, index c'était F. Donc là, le moment, c'est juste que ton pouce c'est P et ton index c'est E. Ok. Ok, super, merci, Ouais. j'étais pas sûre. Alors, en fait, pour voir que le dipôle va tourner dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de... Si vous voulez, en supposant que votre dipôle il est immobilisé ici en son centre, il n'y a pas vraiment besoin d'appliquer la formule, parce que si vous savez que si le EX qui va dans ce sens-là, ça veut dire que la charge positive, elle va être attirée dans ce sens-là, et la charge négative dans ce sens-là. Donc, on voit bien que, tac, ça va tourner dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin de... En fait, on le retrouve juste encore une fois en résonnant sur les charges ponctuelles séparément. D'accord? Voilà. Ouais, super, merci. Donc, travail du dipôle, un dipôle P de norme 10-6 coulomètres a son dipôle dipolaire initialement aligné avec le champ électrique. Donc, c'est cette situation. Donc, je l'expose à un champ électrique E extérieur, hein, encore une fois, on va dire qu'il baigne dans ce champ qui est constant. Tiens, je vais vous... Allez, ça c'est mon dipôle. Je vais le faire d'une autre couleur pour que ce soit plus clair. C'est pas une question dure, hein, on va pas y passer trop de temps, mais je vais juste... J'aime bien poser des petites questions subsidiaires. Là, j'ai fait un champ extérieur Ext qui est constant. Vous voyez, il est constant là. Il est constant là aussi. Comment j'ai fait pour le créer, ce champ extérieur qui est constant partout, là, de direction et norme constante? Comment j'ai fait pour le créer, ça? Quelqu'un a une idée? Alors. Avec des plaques, et ouais, très bien, avec des plaques. Parce que vous savez que le champ généré par une plaque est constant. Là, si je mets par exemple, typiquement, ce serait une charge positive, hein, plus exactement. Si je mets une plaque positive ici, vous savez, dans votre formulaire, que le champ créé par une plaque, contrairement à celui créé par une charge ponctuelle qui décroît 1 sur R2 avec la distance, celui créé par une plaque infinie, hein, c'est ça qui est important, c'est une plaque infinie de chaque côté, est constant. Il ne décroît pas. Voilà. Donc très bien, très bonne réponse. La mauvaise réponse, hein, aurait été de dire que c'est le champ créé par le dipôle. Hein. Attention, hein. On place un dipôle dans un champ extérieur qui est généré par une autre distribution de charge et on regarde quelle va être la conséquence de ce champ extérieur généré par la plaque sur ce petit dipôle qu'on a placé dedans. Je n'ai pas répondu à la question. Donc le travail. Alors voilà, ça c'est l'état initial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça. Maintenant mon dipôle, je vais le faire tourner. Voilà. Je vais le faire tourner comme ça. Quel travail je dois fournir? Eh bien, vous utilisez la formule qui est que le travail, c'est égal à l'énergie potentielle. Le travail à fournir, c'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Ça, c'est une formule qui s'applique à tout, hein, en mécanique, électrostatique. Hein, le travail à fournir, l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Hein, vous vous rappelez, quand vous avez une masse M, vous voulez savoir le travail à fournir pour la montée de 3 mètres, et ben vous faites EPF moins EPI, qui vaut MGZF moins MGZI. Hein, c'est pareil. Donc là, pour un dipôle, l'énergie potentielle, on a la formule, c'est moins P scalaire E. Donc moins P scalaire E final, moins P scalaire E dans l'état initial. Moins P scalaire E à l'état final. Alors, à l'état final, je regarde
deux flèches qui sont opposées. Donc, le P scalaire E va être négatif. Donc, moins P scalaire E sera positif. Donc, ça va être égal à P fois E en norme. Et puis, je fais moins le moins P scalaire E à l'état initial. À l'état initial, P et E sont alignés. Donc, mon moins P scalaire E, ça va être tout simplement moins PE. Donc, mon travail, c'est 2PE. Donc, vous faites 2 fois 10-6 fois 10 puissance 3. Ça vous fait du 2 10-3 joules. Tu arrives juste à répéter pourquoi le premier P est positif, s'il te plaît? Alors, à l'état final ou à l'état initial? À l'état final. Ouais. Donc, à l'état final, pardon. Oui, alors. Alors, à l'état final, tu as ton dipôle. On t'a dit qu'en fait, à l'état initial, il était aligné avec le champ, et à l'état final, si tu veux, tu l'as mis dans une direction qui était opposée au champ. Donc, quand tu vas faire le P final scalaire E, vu qu'il est opposé, ça va être égal à moins PE. D'accord? Et vu que mon énergie, c'est pas P scalaire E, mais la formule de l'énergie potentielle d'un dipôle, c'est moins P scalaire E. Donc, moins P scalaire E, à l'état final, ça va être égal à moins PE. Donc, à PE. Ok, d'accord, merci. En fait, il y a un moins là déjà. Ouais, ok, je vois, merci. En fait, ouais, c'est ça. C'est moins. Ok? Donc, vous voyez comme ces formules avec les dipôles sont vraiment simples par rapport à tout ce qu'on a pour les charges. C'est pas vraiment un problème. La seule qui est compliquée pour le formule, c'est celle du champ qui décroît en 1 sur R3. Mais ça, vous n'avez pas à le retenir, il a dit. Enfin, moi, je retiendrai que le champ électrique créé par un dipôle, attention, pas créé par autre chose, mais créé par un dipôle, décroît en 1 sur R3, donc plus vite que pour une charge ponctuelle. Je retiendrai juste ça. Pour ce qui est je retiendrai bien sûr pas la formule. Voilà, donc ça, je pense que ouais, ça doit être bon pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est tout. Ouais. Voilà, donc là, on va revoir cette notion de potentiel. Là, tu m'as posé une question au début, je crois que c'était toi, Lucie, sur comment on interprète cette notion de potentiel. Et là, on va montrer la formule pour une plaque. Donc, vous avez bien compris, vous avez une plaque chargée positivement. Voilà. Et comme vous l'avez dit aussi, quelqu'un qui a mis dans le chat, le champ créé par une plaque infinie permet de créer un champ qui est constant, qui ne décroît pas et qui a cette direction partout. E égale sigma sur epsilon 0. Et là, on vous dit, la valeur de ce champ, c'est du 1000 volts par mètre. Voilà, 1000 volts par mètre. Donc là, alors ça, on verra que c'est aussi une propriété des plaques, en fait, c'est que, littéralement, si mon champ E est constant, je peux dire qu'en fait, V varie de 1000 volts à chaque fois que je me déplace de 1 mètre par rapport à la plaque. Alors maintenant, encore faut-il fixer le potentiel à une certaine distance. On pourrait le prendre nul, où on veut. Là, dans cet exercice, on vous a dit qu'on le prenait nul ici, au niveau de la plaque. D'accord ? La question, c'est si je me déplace de la plaque vers A, est-ce que je monte ou est-ce que je diminue dans les potentiels ? Je voulais faire un sondage, mais c'est râpé. Ouais, il y en a qui disent tu diminues. Ouais, très bien. Ouais, tu diminues. En fait, ce qui se passe, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir bien cette phrase. V, c'est ça va être égal, parce que
c'est que vrai pour une charge de 1 coulomb. V, c'est l'énergie potentielle d'une charge de 1 coulomb. Hein. Donc, si vous prenez une charge de 1 coulomb et que vous la déplacez de la plaque vers le point A, eh ben, plus par plus, ça se repousse. Donc, vous voyez qu'en fait, vous suivez en fait les potentiels. Vous allez y arriver tout seul. Vous n'avez qu'à suivre les potentiels. Donc, vous descendez les potentiels comme vous descendriez une pente grâce à la gravité. Donc, ça veut dire qu'à mesure que vous vous déplacez, le potentiel diminue. Hein, et vu que je pars de 0 et que c'est 1000 volts par mètre, bah, vous avez perdu 1000 volts au bout de 1 mètre. Donc là, je suis à moins 1000 volts. Et ici, j'ai encore 1 mètre. Et du coup, je suis à moins 2000 volts. Ce qui explique que la A est fausse, la B est vraie, la B est fausse. Et VB moins VA, j'ai mis 200, 2000. VB moins VA, ça fait moins 2000 moins 1000 égale moins 1000. Donc la D est vraie. Ouais, voilà. Donc finalement, vous voyez bien que si je veux avoir le potentiel V ici à une distance X de la plaque, 1000 c'était la norme du champ. Hein. Je fais moins E fois X. C'est ça la formule du potentiel. Alors cette formule, je crois qu'elle n'est pas tout à fait écrite dans le formulaire, mais je pense que ça vaut le coup de pouvoir la retrouver rapidement avec ce genre de considération. Quoi. Question par rapport à ça? Oui, j'avais juste une question. Si on met le potentiel égale 0 volts en B, par exemple, qu'est-ce que ça fait en A? Alors, très bonne question. Si tu pars sur une autre référence, on pourrait faire ça pour la gravité aussi. Hein. Si je décide que maintenant V égale 0, arbitrairement, toujours même raisonnement, tu prends une charge positive, tu l'amènes en A. Est-ce que tu suis ou est-ce que tu remontes les potentiels? Est-ce que tu descends? Non? Est-ce que tu remontes les potentiels parce que tu vas approcher ta charge positive des autres charges positives là. Donc, tu remontes dans les potentiels. Donc, ici, du coup, tu serais à V égale plus 1000. Et ici, ta plaque, elle serait un potentiel de plus de 1000. Et puis, si je me lane encore d'1 mètre ici, en C, ici, je serais à moins 1000. OK? De même qu'on pourrait très bien dire que l'énergie potentielle de gravité est nulle à 0 mètre d'altitude, ou alors à l'endroit le plus bas sur Terre connu, qui est, je ne sais plus à combien de mètres, peut-être moins 600 mètres. Je crois que c'est au Moyen-Orient, mais je ne suis pas sûr. Pour une plaque, la norme, question de Dimitri, pour une plaque, la norme décroît avec l'effet de bord, effectivement. Ouais, effectivement. C'est que pour les plaques infinies que le champ ne décroît pas. Hein. Effectivement, si tu prends une plaque si tu prends en compte l'effet de bord, effectivement, en gros, si tu veux ta plaque, si tu la considères pas comme infinie, mais tu la considères par exemple comme 4 petites charges, bah oui, effectivement, ton champ il va être plutôt semblable au champ qui est créé par une charge ponctuelle. Hein. Tout est question de perspective. Mais en général, quand on parle de plaque, on suppose qu'on est suffisamment proche de la plaque ou que la plaque est suffisamment grande pour que on puisse considérer ça comme infini. Quoi. Autre question dans le chat. Pourquoi est-ce que le potentiel augmente quand on place la plaque en B? Ah non, c'est pas ça qu'on a dit. Hein. Quand on... en B, c'est juste, on n'a pas placé la plaque en B là. La question de Lucie, je crois, ouais, elle a dit, non, la plaque, elle reste là où elle est. Par contre, je peux choisir, moi, de fixer le potentiel 0, la référence des potentiels à n'importe quel endroit de l'espace.
Et après, je définirai les autres potentiels par rapport à cette référence. Mais si vous voulez, ça ne change rien à la réalité physique des choses, parce que vous, ce qui vous importe quand vous calculez un travail à fournir, etc., c'est la différence de potentiel. Donc, de toute façon, votre ref, elle s'annule. Hein, voilà. Autre question? J'ai vu qu'il y a un micro qui s'est activé. Non? Pas de question? Bon. Là, c'est un petit peu la même chose. Deux plaques conductrices parallèles sont chargées avec plus Q moins Q. Ouais, donc autrement dit, c'est un condensateur. On fixe le potentiel de la plaque V plus Q à 0. Alors là, par contre, très bonne remarque de la personne qui a parlé des effets de bord. Là, effet de bord ou pas, on est de toute façon sur l'axe de symétrie. Donc, les choses qui pouvaient être des approximations. Hein, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, je considère que le champ il est partout pareil, etc. Ça, c'est, si tu veux, c'est l'approximation de la plaque infinie, alors qu'en vrai, effectivement, il serait plutôt genre comme ça, et puis il décroîtrait, et puis voilà, parce qu'on se rapproche un petit peu quand même de ce qui est le cas pour les charges ponctuelles. Ça, c'est avec effet de bord en rouge, et en bleu, c'est l'hypothèse infinie. Par contre, si vous vous placez sur l'axe de symétrie, là, par contre, en fait, le long de l'axe de symétrie, il n'y a pas besoin de faire l'hypothèse que c'est une plaque infinie. Tout ça reste valable. Bon, à part pour la décroissance. Mais, bref, je ferme la parenthèse. Mais le champ électrique entre les plaques pointe dans la direction au moins X. Alors là, justement, là, effet de bord ou pas, par symétrie, on peut dire que, en tout cas, la composante sera sur l'axe OX. Après, est-ce que c'est vers moins X ou vers plus X? Vous savez qu'ici, vous avez une charge positive. Donc, des charges positives. Donc, elles vont contribuer à faire un champ qui va comme ça. Et alors, de ce côté-là. Et alors que, je change de couleur pour que ce soit plus clair. Alors que mes charges négatives ici, elles à droite de leur position, elles vont créer un champ qui va comme ça, et puis de l'autre côté, un champ qui va comme ça. Donc finalement, si vous additionnez ça et ça au milieu, vous avez un champ qui va vers moins x, d'accord? Alors que si vous regardez le champ à l'extérieur, il est nul. Parce qu'on va additionner, ici, je vais additionner par exemple ça plus ça vaut 0. Et ici, je vais additionner ça plus ça vaut 0. Le potentiel V-Q est positif. Alors pour ça, on regarde de où on part. On dit qu'il vaut 0 ici. Si je prends une charge de plus 1 coulomb, est-ce que je descends les potentiels quand je vais vers moins Q? La réponse est oui, parce que je vais exactement dans le sens des forces, puisque je m'éloigne, plus par plus ça se repousse et plus par moins ça s'attire, donc je descends les potentiels. Et si le potentiel était déjà nul, ici, clairement, ici, je suis dans les potentiels négatifs, et ici, je suis dans les potentiels positifs, du coup. Le potentiel augmente lorsqu'on va de A vers B. Du coup, ça découle de ce qu'on vient de dire. Si je prends une charge de plus 1 coulomb et que je l'amène de A à B, je vais lutter contre la force répulsive de la charge positive et contre la force attractive de la plaque négative. Et du coup, je vais devoir remonter les potentiels. Donc, le potentiel augmente de A à B, ça c'est vrai. Le potentiel au point B est négatif. Oui, on a dit que tout ce qui était de ce côté-là de la plaque était négatif. Ok, ça va mieux avec cette explication-là des potentiels, avec cette explication un peu qualitative du potentiel V, qui est l'énergie potentielle d'une charge de plus 1 coulomb. Ouais. Tu peux répéter pour le potentiel, s'il te plaît. C'est toi, Ambre, qui vient de poser... attends. La C, vous voulez que je réexplique. Le potentiel augmente lorsqu'on va de A à B. On a dit que V
ça correspond à l'énergie potentielle d'une charge Q de plus 1 coulomb. D'accord? Lorsque je vais de A à B, est-ce que V augmente? Donc, autrement dit, est-ce que l'énergie potentielle d'une charge de plus 1 coulomb augmente? Eh bien, la réponse est oui, son énergie potentielle augmente parce que vous voyez bien que vous rapprochez une charge positive de 1 coulomb de la plaque positive. Donc, vous allez contre la force. Ouais. Alors, ouais, voilà. Donc, en gros, qu'on parle, en fait, justement, V, c'est juste pour que ce soit plus facile pour l'interpréter en termes de force, etc. J'aime bien utiliser ce concept qu'en fait, c'est l'énergie potentielle d'une charge de plus 1 coulomb. Ouais. C'est bon? Là, je regarde sur le chat, mais j'imagine que vous travaillez depuis la bibliothèque et c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre la parole. Mais... Ouais, c'est tout bon. Ok, parfait. On passe à la suite. Question 6. Est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à ça? Des difficultés? Non? On peut passer à la 7? Ok, bon, on va passer à la 7. J'attire juste votre attention sur le fait que la capacité du condensateur, c'est une epsilon. Oui, dis-moi, c'est quoi ta question sur l'epsilon? Ah bah voilà, quelle est sa valeur? Bon bah en fait voilà, j'ai mis ce formulaire pour vous sensibiliser au fait qu'il faut savoir retrouver ces valeurs. Voilà, donc là on vous donne un epsilon 0 qui vaut ça dans le vide. Enfin oui, c'est la perméabilité du vide. Donc, voilà. Et en fait c'était bien choisi pour que on avait mis à tout hasard une plaque de 1,13 m² parce qu'en fait ça 8,85 c'est 1 sur 1,13 et comme ça vous aviez toutes ces valeurs rondes, toutes rondes qui étaient justes. Voilà. La B et la C. Alors, bon, la B et la C, en fait, le plus dur, c'était de trouver la A. Enfin, la A, donc c'est le plus calculatoire. C'est juste que voilà, c'est une capacité intrinsèque du condensateur. Donc, une fois que votre condensateur, il est construit, c'est-à-dire une fois que tu as sa surface et que tu as la distance qui les sépare, tu sais que voilà, tu peux calculer une certaine capacité qu'il a, c'est epsilon 0 fois S sur D. D'accord? Donc, une fois que tu as trouvé, donc tu remplaces par les valeurs là et tu trouves 10-8 farad. Après, une fois que tu as C, tout va être facile parce que tu peux trouver, tu as Q égale CU. Et ça te permet de trouver, les autres valeurs. Alors, la norme du champ électrique, alors comment on fait pour la norme? E, pour un condensateur, c'est sigma, la densité de charge. Je ne sais plus si vous l'avez appelé sigma. Sigma sur 2 epsilon 0. Et donc, sigma, c'est quoi? C'est la densité de charge. Donc, c'est Q, si tu veux, c'est Q sur S. Donc là, tu fais Q, 1, 10-6, sur S, 1,13. C'est sigma. Et là, 2 epsilon 0. Donc là, encore une fois, voilà. Donc là, tu as E. Et après, la tension, bon, pour le coup, je ne me suis pas servi de cette formule, alors que j'aurais pu m'en servir, mais bon. Pour la tension, la tension, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez que la différence de potentiel, c'est E fois la distance.
hein, ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Et pour un champ qui est constant, on peut se permettre de faire ça en tout cas. Et du coup, la tension, on a juste à prendre E et on multiplie par la distance qui sépare le 10-3. Donc 10 puissance 5 fois 10-3, on retombe sur 100 volts. Et puis la D, en fait, c'est pas mal parce qu'on a déjà calculé C, c'était 10-8, et du coup, on utilise la formule qui est que E, c'est 1,5 de C U2. Donc 1,5 de C, on a dit que c'était 10-8, et U, c'est 100, donc c'est 10 puissance, c'est 100. Et du coup, quand je fais U2, ça fait 100 au carré, ça fait 10 000, ça fait 10 puissance 4. Donc là, ça me fait 1,5 de 10 puissance moins 4 joules. Donc 0,5, 10 moins 4, ça fait 50, 10 moins 6. Donc cette D était aussi correcte. OK pour celle-là? Condensateur, je regarde juste un petit... Non, je garde juste un œil sur l'heure parce que... Donc ici, on a deux condensateurs. Un comme ça. Et un comme ça. C'est-à-dire, en gros, c'est les mêmes. C'est ça, hein? Ah ouais, non, pas forcément les mêmes, mais sigma est le même en tout cas. Mais c'est les mêmes dimensions aussi. Ah, dimensions? Ok, parfait. Merci. Ouais, effectivement, on a besoin de ça, je crois. Sauf qu'en fait, il y en a un. Donc là, je considère qu'il y a la permissibilité du vide. Et là, j'ai mis un diélectrique, donc c'est epsilon R. Donc ça va changer 2-3 trucs. Et je vais considérer ce qui se passe quand, premier cas, qu'est-ce qui se passe si je les relie comme ça? Donc, autrement dit, je les ai mis en parallèle. Et deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si tu les relis comme ça? Donc, alors, le champ électrique entre les plaques du condensateur avec diélectrique est plus faible que le champ... Alors bon, là, pour l'instant, on compare juste les deux. Hein. On n'a pas encore fait ces montages-là, mais le champ électrique, dans un condensateur, on nous dit que c'était sigma, la densité de charge, qui est identique pour les deux, hein, sur 2 epsilon 0 epsilon r. Donc, plus epsilon r est grand, plus le champ est faible pour une densité de charge donnée, quoi. Donc, cette A est correcte. La capacité du second... Oh ouais, parce que, pardon, epsilon r est toujours plus grand que 1. Hein. On ne peut pas être plus petit que la permissibilité du vide. Donc, voilà. B, la capacité du second condensateur est plus grande que celle du premier. Ça fait référence à l'avertissement que j'ai dit dans la question d'avant, c'est que la capacité du condensateur, c'est une valeur qui est intrinsèque à sa géométrie. C'est égal epsilon 0s sur D. Ah non, attends. Le condensateur... j'ai un doute là. Juste regarder le formulaire. Ah, voilà. Ouais. Oui, donc, il faut multiplier par epsilon r, là. Quand il y a... Si jamais, en gros, voilà, je dois multiplier par epsilon r, si jamais j'ai un diélectrique. Donc, la capacité du second condensateur, du coup, si S sur D
est identique. Hein. On voit que la capacité est proportionnelle à epsilon r. Donc, oui, ça sera plus grand pour le second. Bizarre, il me semble que ce n'était pas ce qui était dans la B de la 7. Ouais, justement, ils ne disent pas les dimensions. Alors, pourtant, ouais, je suis en train de regarder. C'est pour ça que j'avais un doute si jamais il fallait prendre epsilon r. Parce que regardez-moi, ce qui m'a mis le doute là. Ce qui m'a mis le doute, c'est ça. Là, je suis sur le formulaire. Capacité d'un condensateur en présence d'un diélectrique, CD égale epsilon RC, donc en gros epsilon R fois... Ouais. Ouais, donc pour moi... Ouais, pour moi, la B serait vraie, hein, mais je... Ouais, alors, il y a des commentaires, peut-être qu'il y en a qui ont des explications. Alors, on ne connaît pas les dimensions, mais elles sont séparées par... Tu vois, D est la même. Ah, bien vu, exact. Oui. Ah, voilà, effectivement. Bien vu, c'est Lucie qui a dit ça. Oui, alors en fait, la B serait vraie. Enfin, c'est pas impossible. Mais en fait, ce qu'on ne connaît pas ici, c'est S. Ah oui, c'est là où il y a un piège. C'est qu'en gros, on vous dit D. D'où voilà, c'est pour ça que je me demandais ce qui était identique entre les deux au début. C'est D identique, la distance entre les plaques identique. Sigma, c'est-à-dire le rapport Q sur S, est identique. Par contre, S n'est pas forcément la même. La surface n'est pas forcément la même. Ça on ne le dit pas dans l'énoncé. Ouais, tu vois, on ne connaît pas les dimensions des plaques. Voilà. Voilà, donc la capacité du second condensateur est plus grande que celle du premier. Ça nécessite... Oui, si les surfaces sont égales, mais vu que ce n'est pas dit dans l'énoncé, on ne peut pas affirmer cette B. Voilà pourquoi. Bien vu. Ah, ça c'est vache. Hein. Si on lit l'énoncé un petit peu rapidement, on se plante là. Vous voyez, moi aussi je me suis planté. Bon, proposition C. En connectant les condensateurs en parallèle, la capacité équivalente du circuit sera plus grande que celle de chacun. Vous savez quand. Alors, les parallèles, les condensateurs, c'est un petit peu le piège parce que c'est l'inverse des résistances. Donc, vous savez, les condensateurs, c'est en parallèle que les capacités se somment. Donc là, la CEC, ça va être C1 plus C2. Donc, on voit bien que CEC, du coup, est forcément plus grande que C1 et CEC est plus grande que C2. Alors que si on les fait en série, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que en série, ça va être 1 sur CEC égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Du coup, 1 sur CEC est plus grand que 1 sur C1, et du coup, CEC est plus petit que C1. Et j'aurais pu faire la même chose avec C2. Hein. Donc CEC est plus petit que C1 et plus petit que C2 quand ils sont en série. Plus grand quand c'est en parallèle. OK. La 8, circuit de condensateur. On s'intéresse à des... Alors là, heureusement, ça y est, ils sont tous identiques, nos condensateurs. Hein. Ils sont connectés à une source de tension V. Alors, question sur celle-ci avant qu'on commence? Non? Bon, je vais prendre les trucs dans l'ordre. Alors, les condensateurs connectés en série sont tous soumis à... Ouais, Dimitri, dis-moi. Il est... Le rôle d'un condensateur dans un circuit. Ah oui, d'accord. Donc, c'est plus...
Bon, alors le rôle d'un condensateur, il y en a plein, hein. Enfin, c'est en gros, ça peut accumuler des charges. Donc, en gros, si tu veux, tu peux par exemple avoir un interrupteur ici. Pardon. Si tu veux, tu peux, dès que tu le connectes à, surtout comment évolue V global. Ah ouais. Ouais, bon, alors ça, c'est, comment dire, c'est un peu général, si tu veux, ça, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est propre du condensateur, c'est qu'il va induire quelque chose, c'est contrairement aux résistances, c'est du régime permanent. Le condensateur, lui, il va se charger avec une certaine cinétique et se décharger avec une certaine cinétique. Donc, c'est surtout ça qui est important. Donc là, par exemple, celui-là, il va se charger positivement, négativement, et après, typiquement, ce serait genre un montage où d'un coup, tu vas ouvrir l'interrupteur ici, hein, du coup, il serait plus connecté, mais vu qu'il reste chargé, eh ben, il pourrait ensuite se décharger. Donc, par exemple, si tu veux mettre ta lumière clignotante quand tu es en vélo, probablement qu'il y a un condensateur là-dedans qui se charge, qui se décharge, tu vois, pour ce genre de choses. Après, c'est aussi utilisé pour faire ce qu'on appelle des filtres. Par exemple, en gros, imagine que tu as un signal en entrée, comme ça, ou comme ça. Donc, avec certaines fréquences, là, ça serait un signal haute fréquence, et ici, un signal basse fréquence. Eh bien, tu sais que, en gros, si tu es à basse fréquence, le condensateur, il va se comporter comme un interrupteur ouvert. Et du coup, alors qu'à haute fréquence, il va se comporter comme... attends. Ouais, c'est ça. Alors qu'à haute fréquence, il va se comporter comme un fil. Donc en gros, il va pas laisser passer il va pouvoir laisser passer certaines fréquences. Donc on utilise ça, en gros, on utilise les condensateurs et on utilise aussi les bobines selon si tu veux faire des filtres qui vont laisser passer soit les hautes fréquences, soit les basses fréquences. Donc, en gros, les bobines, ça prend un peu de l'avance sur ce que vous allez voir, mais en gros, les bobines, elles vont empêcher les hautes fréquences de passer et elles vont laisser passer que les basses fréquences, il me semble, alors que les condensateurs, ils vont laisser passer que les hautes fréquences. Quelque chose comme ça. À vérifier, hein, mais il me semble que c'est ça. Ouais, bon, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais après, la cinétique du condensateur, vous l'avez peut-être pas encore vu, je crois que vous allez le voir, enfin, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui en cours, et du coup, ça sera dans la prochaine série. Donc, là, si j'ai une tension V comme ça ici, bah, je peux dire que c'est cette tension-là, plus cette tension-là, plus cette tension-là, plus cette tension-là, plus cette tension-là. Hein. Donc, si je prends un V1, par exemple, la tension aux bornes du condensateur 1, V1 égale, bah, en fait, ça va être V sur 5 ici. Hein. Et après, quand j'additionne tous mes petites tensions unitaires, je retombe sur la tension. Les condensateurs connectés en parallèle accumulent toutes une charge identique. Alors, ceux qui sont connectés en parallèle, oui, effectivement, ça va être vrai, ça. Parce que si jamais ce n'était pas le cas, les charges pourraient recirculer d'une plaque à l'autre. Et d'ailleurs, ce sera le cas aussi en série. Hein. Lorsqu'ils sont connectés en série, les condensateurs forment un circuit à capacité équivalente plus élevée que lorsqu'ils sont connectés en parallèle.
on a dit qu'en série, c'était les 1 sur C. Donc, en fait, là, ça serait C sur 5. Parce que 1 sur C plus 1 sur C, ça ferait plus 1 sur C plus 1 sur C, ça ferait 5 sur C. Et quand vous reprenez l'inverse, ça fait C sur 5. Alors qu'ici, ça ferait 5C. Connectés en série, les condensateurs peuvent stocker plus d'énergie pour... Donc, la C, elle était... c'est faux, hein, 6 sur 5, c'est plus faible. Connectés en série, les condensateurs peuvent stocker plus d'énergie pour une tension donnée que lorsque connectés en parallèle. Connectés en série, donc l'énergie 1,5 de C U2. Ah, ouais, c'est ça, il me semblait bien qu'il y avait un truc faux. Oui, pardon, oui, là, on a dit que c'était faux. C'est V sur 5. Hein. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit V là. On a dit effectivement V1 c'est V sur 5, donc c'est pas la même tension. Hein. C'est en parallèle qui sont soumis à la même tension, parce que là j'ai V, 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 c'est le même. Hein. C'est juste la différence de potentiel entre là et là. Voilà, donc connectés en série. Les condensateurs, quelle est l'énergie stockée par un condensateur? Donc c'est 1,5 de C U2. Donc ça, c'est pour... Alors ça c'est la formule générale. Donc si je prends ce cas-là en parallèle, bah, un condensateur... Enfin... Ah oui, bon, alors là, attention, c'est les condensateurs. Donc, je pense qu'on doit parler de la capacité équivalente, hein, en gros. Donc en gros, la question, c'est si j'ai une capacité de 5C ou si j'ai une capacité de C sur 5, quelle est celle qui peut stocker le plus d'énergie à une tension donnée? Bah, tension donnée à tension donnée U1 donnée, bah, c'est celui qui a la capacité la plus grande, donc ça va être 5C, qui correspond à ce qui était en parallèle, et pas ce qui était en série. Hein. Donc voilà pourquoi la D est fausse. Voilà. Alors. J'ai pas trop compris pourquoi c'était C sur 5 et pas 5 sur C. Enfin, pourquoi tu as pris l'inverse? Ah oui. Bonne question. Alors, il faut faire gaffe qu'en gros, quand on dit 1 sur CEC égale 1 sur C plus 1 sur C plus 1 sur C plus 1 sur C plus 1 sur C, du coup, tu es d'accord que c'est 1 sur CEC qui vaut 5 sur C? Ouais. Mais il ne faut pas oublier, du coup, après, tu réinverses. C'est-à-dire que CEC, si tu appliques la fonction inverse des deux côtés, ça fait bien C sur 5. Ah ouais, ok. Ok, merci. Ouais. Il ne faut pas oublier de... En fait, tu ne pourrais pas dire que la capacité vaut 5 sur C, parce qu'une capacité, c'est une capacité, donc elle doit être au numérateur. Ouais, merci. Alors, le 9. Je vais donner une petite astuce pour l'électrocinétique avec celui-là, mais... donc, capacité. Puis on va faire une simplification après pour voir ce que ça donnerait si les condensateurs étaient tous égaux. Mais là ce n'était pas le cas, ils n'étaient pas tous égaux. Donc là, on vous demande la capacité équivalente, C1, C2, C3. Alors, juste un truc, on va juste faire un petit rappel. Série parallèle, résistance, capacité, on va faire un petit... Ça, donc là, on somme les résistances en série, alors que en parallèle, on somme les 1 sur R, alors qu'en série, on somme les 1 sur C, et en parallèle, on somme les capacités. D'accord. Quand vous avez juste... Donc,
quand vous avez juste deux, donc soit ça et ça, donc pour deux condensateurs, ou soit ça et ça pour deux résistances, R1, R2, C1, C2, etc. Un truc qui peut être utile, au lieu de faire genre 1 sur C qui égale 1 sur C1 plus 1 sur C2, et après de dire C qui égale 1 sur C1 plus 1 sur C2, pensez à la petite formule. Donc ça s'appliquerait aussi pour des résistances en parallèle, hein, mais CEC égale produit sur somme. Produit sur somme, C1, C2 sur C1 plus C2. Vous voyez que si vous multipliez par C1, C2 de chaque côté, vous retombez là-dessus. Donc attention, heureusement que tu m'as posé la question tout à l'heure, Laura. Il ne faut pas oublier que si on somme les 1 sur C, ça te donne 1 sur CEC. Hein. Attention, ça te donne 1 sur CEC. Il faut reprendre l'inverse si tu veux la capacité équivalente. Hein. Ah, pardon, c'était des R, ça. Non, c'était des... Ah non, c'est bien C. Je sais n'importe quoi. Voilà. Mais par contre, si tu veux avoir CEC directement, tu peux faire produit sur somme. Hein. C'est-à-dire C1, C2 sur C1 plus C2. Ça peut être utile. Bah, la preuve, là, pour ces deux condensateurs en parallèle, on a du C1, C2 sur C1 plus C2. Et quand je le mets... Pardon, c'est le condensateur en série. Hein, C1, C2 plus C1 plus C2 sur C1 plus C2. Et maintenant, je les mets en parallèle avec C3. Donc là, pour le coup, je les somme. Donc ça, c'est ma capacité équivalente. Ça, c'est ma capacité C1, 2, 3. Maintenant, je veux V4. En gros, l'idée, c'est que V, c'est la tension totale. Hein. V, c'est toute cette tension. Donc, c'est égal à cette tension-là, plus cette tension-là, que je peux prendre indépendamment dans chaque branche, hein, puisqu'elle est égale. Ou je peux aussi tout simplement me référer au schéma équivalent, ici, avec là, j'ai C1, 2, 3, et là, j'ai C4. Là, j'ai une tension V4. Là, j'ai une tension que je vais appeler V1, 2, 3, sachant que la somme, hein, de V4 plus V1, 2, 3 vaut V. Donc V, c'est V4 plus V1, 2, 3. Moi, j'aimerais bien V4. En gros, la question est un petit peu difficile. Je trouve que pour les étudiants en médecine, on aurait peut-être pu préciser exprimer V4 en fonction de V. Hein. C'est ça qui nous intéresse. On aimerait bien savoir V4. C'était ta question, je crois, tout à l'heure, Dimitri. C'est comment je peux trouver par rapport à la tension globale, quelle va être la tension produite à cause de ces condensateurs. Moi, je veux V4 en fonction de V. Je sais que je vais appliquer une certaine potentiel, je vais appliquer un certain potentiel V ici, avec une pile par exemple. Moi, je veux savoir quelle est la tension aux bornes de ce condensateur. Donc, on va voir une petite astuce pour ça. Hein. Je vais vous la donner après. Mais d'abord, on va juste faire un petit peu ce qu'il vous proposait dans la correction. Mais V, c'est V4 plus V1, 2, 3. Donc, je vais exprimer V4 en fonction de V, parce que V, je le connais. Donc, je vais le laisser dans l'équation. Par contre, V1, 2, 3, j'ai envie d'en débarrasser, quoi. Donc, j'ai deux possibilités. Soit j'exprime V1, 2, 3 en fonction de V4, soit j'exprime V1, 2, 3 en fonction de V. Comme ça, j'aurai une équation avec que du V et du V4. Alors, un truc que je peux utiliser, c'est que là, si j'ai plus Q moins Q, du coup, ici, j'ai plus Q moins Q. Et du coup, V1, 2, 3, j'utilise la formule Q égale CU. Enfin, Q égale CU, U, V, c'est pareil. Hein. Donc, V1, 2, 3, je vais dire que c'est Q 1, 2, 3 sur C. 1, 2, 3. D'accord ? Et ça tombe bien, je viens de dire que Q1, 2, 3, c'était pareil que Q4. Voilà, donc j'ai écrit tout. Donc V4 plus Q4 sur C1, 2, 3. Voilà.
Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Hein. Et Q4, j'utilise encore une fois cette formule Q égale CU. Ça, c'est une formule, il faut toujours l'avoir en tête. C'est comme U égale RI. Enfin, faut garder en tête que vous pouvez toujours l'utiliser. Du coup, vous avez V qui est égal à V4, plus Q4, c'est C4, V4. Voilà. Et là, vous avez une équation avec que du V et du V4. Donc, vous pouvez maintenant factoriser. V égale V4, facteur de 1 plus C4 sur C1 de 3. Et ça vous donne, du coup, notre V4. V4 égale V fois 1 sur 1 plus C4 sur C1 de 3. Voilà la réponse. Alors, je pense que dans le formulaire, ils avaient multiplié par C1, 2, 3, pardon, dans le corrigé, ils avaient dû multiplier par C1, 2, 3 en haut et en bas. Du coup, ça vous faisait V fois C1, 2, 3 sur C1, 2, 3 plus C4. Voilà. Et alors, après, on va faire une application. Si toutes les capacités sont égales, exemple, si toutes les capacités sont égales, V4 égale V fois, alors 1 sur 1 plus 1 sur C1, 2, 3, on a dit que c'était C plus C2 sur 2C, donc C plus C sur 2, donc c'est-à-dire 3C sur 2. Donc là, il faut que je mette 3 demi, donc là, ça serait 2 tiers. Hein. 1 plus 2 tiers, ça me ferait 5 tiers. Et l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. Donc on aurait V4 qui vaut 3 cinquièmes de V. Hein, vous voyez, vous pouvez faire une petite application. Si jamais toutes les capacités sont identiques, vous savez que V4, c'est 3 cinquièmes de V. Et là, c'est donner l'expression de l'énergie totale stockée par ce circuit. On utilise notre formule 1 demi de CU2, c'est l'énergie. Alors, encore une fois, je veux exprimer en fonction de ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension aux bornes que je connaîtrais. Et du coup, en fait, il suffit de trouver la capacité totale. Hein, c'est tout simplement ça la question. Et là, vu que c'est en série, on va devoir encore faire un produit sur somme. Donc, C4, C1, 2, 3 sur C4 plus C1, 2, 3 avec l'expression de C1, 2, 3 qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, C1, 2, 3, on a dit que ça faisait 3C sur 2. Si jamais toutes les capacités égales. Donc là, si jamais, encore une fois, toutes les capacités sont égales, on a la capacité totale qui vaut C fois 3C sur 2 sur C plus 3C sur 2. Donc, ce qui va faire 3 demi divisé par 5 demi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, 3 cinquièmes de C. Donc, on a une capacité qui vaut 3 cinquièmes de C. Voilà, c'est capacité totale. Est-ce qu'on aurait pu s'en douter que la capacité était plus petite que la capacité C hein. Là, je trouve capacité totale, s'il y a tout égal toutes les capacités sont égales, je trouve 3 cinquièmes de C. C'est étonnant ou pas que ce soit plus petit que C? Il y en a qui voient? Exactement. On a mis les compensateurs en série. Donc, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, on a fait la démonstration, on a dit que 1 sur C est égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, en gros, le 1 sur C est plus petit que chacun des 1 sur C. Est plus grand. Et du coup, la capacité totale, quand vous avez deux condensateurs en série, va être plus petite que chacune des capacités. Et puis là, il se trouve qu'on avait celui-là qui valait, le C4 qui valait C. Donc forcément que la capacité,
Pardon. Donc forcément que la capacité équivalente va être plus petite. Tout ça, hein, tout ça, ça peut paraître compliqué, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas des choses qui sont évidentes, hein. Quand je dis attention, oui, bien sûr, en série, c'est plus petit, c'est pas des choses qui sont évidentes. Mais c'est juste que c'est un petit peu des petits pièges, disons, qu'on pourrait vous tendre, et autant, c'est pas des trucs à apprendre par cœur, mais à retrouver facilement, hein. Vous dites, ah, attention, je me souviens plus, série parallèle, plus petit, plus grand, bah voilà, vous le refaites rapidement. Tiens, bah, si c'était en parallèle, pour faire simple, les capacités se somment, donc la capacité totale serait plus grande, et en série, du coup, c'est l'inverse, du coup, les capacités seraient plus petites. Vous voyez? Plutôt comme ça qu'il faudrait retrouver les choses. Donc, beaucoup de concepts, hein, là, pendant cette série, hein, donc c'est pas facile de tout retenir. Ah oui, et du coup, j'avais dit que je vous donnerais une petite astuce pour savoir comment je trouve la tension totale. Je pense qu'on va faire ça dans le temps qui nous reste, parce que le dernier exo, je pense que je sais pas, moi on m'a dit qu'il était hyper dur et que même les assistants et moniteurs n'arrivaient pas à le faire, donc je sais pas si on va s'y risquer. Il y en a qui veulent faire le dernier ou pas? Sinon, je vous donne plutôt mon astuce pour trouver les tensions. Bon. Ok. Bon, bah du coup, je vais vous donner l'astuce pour les tensions. Ça peut vous servir dans toute l'électrocinétique. Tac. C'est une astuce que j'avais déjà donnée à certains, mais je préfère la refaire. Ici. Alors, l'idée, c'est que... Comment je vais expliquer ça? Ouais. En gros, parfois, vous faites des montages... Je vais mettre des résistances pour faire simple. Vous avez déjà vu les résistances dans le cours d'électrocinétique, là, où vous êtes vraiment arrêté à ce qui était condensateur? Ouais, parfait. Bon, on va faire ça, alors. On va prendre le cas d'une résistance. En fait, ouais. Bon, voilà. Donc, résistance parallèle ou résistance série. Voilà. Et pourquoi, en fait, on fait ça? Pourquoi on peut mettre de résistance en série ou de résistance en parallèle? En fait, l'intérêt, c'est que si je m'intéresse à celle-ci, là, ça va me permettre de répartir la tension. Donc là, par exemple, je vais avoir V1. Là, je vais avoir V2. Toujours pareil, je connais ma tension totale V, hein, puisque j'ai appliqué une certaine tension V aux bornes de mon montage. Hein. Je dis que j'ai V aux bornes de tout ça. Et moi, finalement, j'aimerais bien savoir V1. J'aimerais bien savoir en fonction de V ce qu'il vaut, quoi. Eh bien, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un diviseur de tension. Et en gros, V1, il vaut R1 sur R1 plus R2. C'est le rapport R1 fois R1 plus R2 fois V. D'accord? C'est ce qu'on appelle un diviseur de tension. C'est-à-dire que V1, ça va être une fraction de V. Et cette fraction va être donnée par la résistance 1 sur la somme. C'est ce qu'on appelle un diviseur de tension. Quand je suis en parallèle, ce que ça me permet de faire, c'est que là, j'ai une intensité totale, là, j'ai I1, I2.
toujours pareil, avec ma résistance 1, ma résistance 2. Là, ce que ça me permet de faire, alors la tension, c'est la même, hein, donc de toute façon, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on vous demande la tension aux bornes de R1, c'est la même que celle aux bornes de R2, c'est la même. Voilà. Donc, par contre, ce qui est intéressant ici, c'est I1 et I2. Tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais quand c'était en série, l'intensité est la même partout dans le fil, bien sûr. Voilà. Donc là, quand c'est en parallèle, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, en gros, que va être I1 en fonction de I total. Donc toujours pareil, ça va être une fraction de I. Alors, au dénominateur, je mets R1 plus R2. La question, c'est, qu'est-ce que je mets au numérateur? Alors, je vais vous demander de dire dans le chat, est-ce que certains mettraient plutôt R1 ou certains mettraient plutôt L2, R2? Ouais, effectivement, c'est R2. Pourquoi? Parce que, imaginez que j'ai R2 qui soit très grand. Et bien, si la résistance 2 est grande, l'intensité va avoir tendance à fuir cette résistance. Elle va là où c'est le plus facile et elle va aller dans R1. Donc, je vais augmenter mon rapport, hein, ma fraction de l'intensité qui est déviée dans la branche 1. Donc, I1, en fait, on retrouve facilement. Quand on a, moi, j'aime bien, je trouve que c'est un petit peu, ça c'est ce qu'on apprend dans les bases de l'électricité, dans les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment la base, c'est le diviseur de tension et le diviseur d'intensité. Et puis tout de suite, on écrit que si on cherche la tension V1 ici, c'est une fraction de la tension totale, et puis en parallèle, l'intensité I1, c'est une fraction de l'intensité totale. Et puis on choisit ici R1 pour les tensions, R2 pour l'intensité, en suivant cette logique, quoi. Donc ça, c'est utile. Ça, c'est utile. C'est pour les résistances. Alors, tout ça, c'est bien sûr des choses qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu hors programme, mais moi, je vous les donne parce que je pense que ça peut vous aider pour certains exercices. Alors après, c'est sûr qu'on ne peut pas se souvenir de tout, hein. Je sais bien qu'on faut se souvenir de plein de trucs, surtout dans les autres matières, mais vous prenez pas, hein, c'est comme vous voulez. Alors maintenant, ça, c'est un peu plus... comment dire, un petit peu plus poussé encore, et un petit peu plus hors programme encore, mais ça peut servir aussi. On aurait pu s'en servir dans l'exercice 9, en fait, pour trouver la question B tout de suite. Donc, je préfère vous le donner. En fait, tout ça est valable aussi pour les condensateurs et les bobines que vous allez voir dans le magnétisme. À condition de, à la place de R, vous mettez les 1 sur C. Hein, on a dit que résistance et capacité, ce n'était pas la même chose. Et là, pour les bobines, à la place de R, vous prenez juste l'inductance. Ça ne change pas les ordres, quoi. Okay. Application. Application. On vous demandait V4 par rapport à V total, hein, qui est là. Donc vous êtes exactement dans ce cas-là. Donc V4, c'est une fraction de V. Ici, je mets 4.
Ici, je mets 4 plus 1, 2, 3. Hein, parce qu'on a dit que c'était équivalent à une certaine capacité, comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le diviseur de tension. Sauf que là, au lieu de prendre les résistances, je vais prendre les 1 sur C, quoi. Donc là, je mets 1 sur C4. Voilà. Et en fait, ça revient, du coup, si vous multipliez tout ça par, vous multipliez par C4 en haut et en bas, bah ici ça fait 1, ici ça fait 1, et ici ça fait C4 sur C1, 2, 3. Donc vous retrouvez exactement la même chose, on trouve tout de suite la réponse, quoi. Vous voyez un petit peu dans quel contexte ça peut servir. Mais voilà, ça c'est vraiment des trucs qu'on utilise en fait à tour de bras quand on fait des circuits électriques, quoi. Ça, tu penses que... Alors, cette dernière partie, ouais. En gros, alors attention, hein, quand je dis on utilise à tour de bras, t'inquiète pas, hein, je parle en ingénierie, hein, je parle pas en médecine, hein, c'est pas grave si t'as pas compris. C'est vraiment un bonus, hein, mais disons que si tu veux, en gros, si tu as compris, ok. Si tu veux, en gros, je veux juste te montrer que bon, ça, par contre, ça c'est souvent utile, hein, dans les QCM d'électrocinétique. Hein. Savoir exprimer V1 en fonction de V. Hein. Ça tu es d'accord, V1, c'est une fraction de V. Hein. En fait, V1 en fait, c'est tout simplement R1 fois I, avec I qui vaut U total sur R. Hein, donc V sur R1 plus R2. Donc, c'est comme ça qu'on trouve cette formule. Mais on peut considérer ça comme un diviseur de tension. Et voilà, donc là quand tu es en série, tu prends... Si tu veux V1, tu prends la résistance 1 sur la somme des résistances. D'accord ? Et j'ai dit, c'est valable aussi pour les condensateurs et pour les bobines. Et donc là, j'ai dit, en fait, la question B de l'exercice 9, c'était une application de ça. On retrouve le même schéma, hein, on a 2 composants en série. Donc, j'applique la même chose. Je veux la tension aux bornes du composant 4. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis ici la caractéristique du composant 4. Et au numérateur, je mets la somme des 2 composants, le 4, et puis l'autre ici qui était l'équivalent 1, 2, 3. Et puis j'ai dit aussi, attention, voilà pour les condensateurs, à condition de remplacer les résistances ici par les inverses, par les 1 sur C. Parce qu'on sait que les résistances et les capacités, c'est fait toujours l'inverse. Donc là, tu mets 1 sur C4, là 1 sur C4, là 1 sur C1, 2, 3. J'ai multiplié par C4 au numérateur et au dénominateur, tout simplement pour simplifier, hein. Ici, ça me fait du 1. Ici, ça me fait 1 plus C4 sur C1, 2, 3. OK ? Voilà. J'ai juste une petite question aussi pour l'intensité, enfin, le deuxième exemple que tu as donné. Ouais. En gros, on fait on divise R2 parce que si R2 il est grand, ça va faire que I1 il va augmenter. Ouais. Donc c'est pour ça que, moi je te dis, ça c'est le moyen mémotechnique. Ça ne prouve rien. Après, la démonstration se ferait autrement. Ouais, ok. Merci. Et pour le coup, là, I2. Ah bah, du coup, par symétrie, I2 serait égal à quoi ? R1 sur... Bien sûr, voilà. R1 plus R2. Okay. Voilà, bonne remarque. Voilà, donc ça, pour la prochaine série d'électrocinétique, essayez d'utiliser ces formules, voyez si ça peut vous être utile. Moi, je trouve que ça peut être utile. Merci. Voilà. Donc, pour les intensités, je pense que ça a répondu à ta question. C'est justement, pour les intensités, tu as bien relevé la différence, qu'il faut faire attention que ici, on avait pris R1, alors pour l'intensité, on a pris R2 au numérateur. Il faut faire attention, hein. Pour les intensités, tu prends pas le composant de là où tu veux connaître, mais tu prends l'autre. C'est ça le piège. Et puis, s'il y en a 3, on fait comment ? S'il y en a 3 ? Si c'est en série, en parallèle. Ça marche aussi, ouais. Tu peux faire la même chose. On ferait une somme des 2 autres qui n'est pas le 1, par exemple.
tu mets une somme des... Ah oui, bien vu, putain. Ah oui, non, ça marche plus, non, effectivement. Enfin, ça marche pour... Alors, ça marcherait pour les tensions, mais pour les intensités, il faudrait effectivement, tu as raison, il faudrait que tu repasses par un... Il faudrait que tu repasses par un schéma équivalent, si tu veux, avec, pour ramener à deux trucs, quoi. Ouais, bien vu. Tu serais obligé de faire un calcul intermédiaire, quoi. Ok, ça joue. Merci.